Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, vous avez écouté comme nous attentivement Elisabeth Borne, ministre du Travail, qui nous dit elle va vous donner aux entreprises pour appliquer une semaine, quelques jours, elle a dit une semaine pour appliquer ce nouveau protocole sanitaire sur le masque qui a été donné, c'était lundi soir à 21h, pour application à minuit. Voilà, c'est ça. Oh oui, c'était... Voilà, on peut en plaisanter. En attendant, bon, voilà, dès le 1er septembre, il fallait mettre en entreprise le masque dans tous les espaces clos. Hein. À juste titre. À juste titre. Hein. C'est-à-dire que si on veut éviter le reconfinement, parce que c'est ça qui fait le plus peur aux chefs, aux patrons de PME, de TI, de TPE. Vous savez, l'enjeu... C'est ce reconfinement. Ben oui, et puis même l'enjeu, si vous voulez, dans une entreprise aujourd'hui, si jamais vous avez un cas positif... ça peut être l'arrêt de l'activité de l'entreprise, le temps de résoudre ce problème. Donc vous êtes commerçant, vous fermez votre commerce. Voilà, c'est comme un confinement. C'est comme un confinement. C'est comme un confinement individuel au niveau de l'entreprise. Donc autant vous dire que l'enjeu est très important et que tous les chefs d'entreprise ont pris ça vraiment très au sérieux depuis le début. Et puis, il faut quand même dire que ça fait quand même quelques mois qu'on a appris à vivre avec ce virus, avec cette pandémie, bien sûr d'une façon évolutive, parce que entre les règles émises et dictées au mois d'avril, les premières, et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées, bien évidemment. Mais en attendant, dans les entreprises, oui, on fait très attention à cela. Et maintenant, nous avons notre nouveau protocole depuis le 1er septembre, avec bien évidemment de nouvelles contraintes qui touchent... On va en parler, pardon, je coupe des contraintes. Oui. Juste, j'avais Alain Minc qui était à votre place hier, qui me disait qui posait la question de savoir si l'angoisse aujourd'hui, justement, sur cette seconde vague, ce rebond de l'épidémie, n'était pas un peu disproportionné de cette angoisse face au nombre de morts aujourd'hui qu'on a en France, moins de 20 par jour, à la réalité du mal. Est-ce que vous en pensez quoi? Pardon, c'est pas facile comme question. C'est très compliqué parce que je suis téléspectateur comme vous, j'écoute les spécialistes qui d'ailleurs ont évolué de discours. Je parle de l'angoisse de la société, l'angoisse des Français. Et là, il m'a dit c'est de la faute des chaînes d'infos, ils en font trop sur les chaînes d'infos. Non, mais vous faites votre métier d'informer. Et c'est vrai que lorsque on parle tous les jours du nombre de cas positifs, etc., vous avez une petite musique quand même pas très positive, il faut dire les choses. Et pourtant, même si le port du masque est une vraie contrainte, le porter 8 heures par jour, c'est quand même pas agréable, pas très agréable, on est tous d'accord. En attendant, ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas de vivre. Hein. Mais on est dans une situation effectivement très particulière où bien évidemment, on a une distanciation les uns vers les autres. C'est un climat... Non mais c'est la disproportion, j'insiste, sur l'angoisse de la société française, des Français, face à une menace aujourd'hui, enfin une réalité qui est plus qu'une menace, et face, encore une fois, voilà... à moins de 20 morts par jour. C'est peut-être aussi pour éviter... Vous savez, on aura peut-être dans quelques mois, dans quelques années, une lecture assez sévère, peut-être, je ne sais pas, ou l'inverse, de la période que nous avons traversée, parce qu'on dira, mais attendez, tout ça pour ça, peut-être, c'est ce qu'il se dira. Alors que si on n'avait rien fait, la situation aurait peut-être été encore catastrophique en termes de morts. Les chiffres, effectivement, sont ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, quand on voit le rapport des mesures et des contraintes mises en place pour tous les Français et ce qu'on voit en admission dans les hôpitaux, c'est vrai que, voilà. Alors peut-être que ce sont ces mesures qui permettent d'éviter l'arrivée de malades dans salle de réanimation. Bon. Voilà, je ne peux pas en juger, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, je suis citoyen, chef d'entreprise. Vous pouvez avoir un point de vue en tant que citoyen, justement, oui, bien sûr, nous, si vous voulez, cette déconnexion entre le mal et le nombre de morts avec tout ce qui est entrepris aujourd'hui en termes de sécurité sanitaire. Ce qu'on a vraiment à cœur, nous, à travers tout cela, c'est qu'il ne faut pas que le principe de précaution se transforme en principe d'inaction. C'est comme si vous voulez, on était en temps de guerre, et puis on laisse les soldats dans les casernes, parce que si on en sort, on risque de prendre une balle, vous voyez Eh bien, non, faut qu'on évite ces travers, bien sûr. Pas d'excès de prudence, c'est ça? Il faut lutter contre la pandémie. On pourrait dire pareil aussi aux chefs d'entreprise. C'est compliqué de naviguer aujourd'hui, d'être le chef du bateau, le capitaine, entre voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe tout dans les investissements? Est-ce qu'on licencie? Est-ce qu'on investit justement parce qu'on veut prendre des... Voilà, entre la prudence, naviguer à vue. Vous avez employé un qualificatif que j'aime beaucoup, c'est le mot chef, c'est le qualificatif chef. C'est dans ces moments-là où on voit quels sont les vrais chefs d'entreprise. Voilà, parce qu'effectivement, la situation est compliquée. Il faut parfois la vivre, en tout cas l'analyser au jour le jour, et tout en se disant quel sera mon avenir demain. Et le chef d'entreprise, dans ces moments-là, est un vrai catalyseur, on va dire, pour transformer cet air un petit peu lourd en air un peu plus sain, un peu plus pur au niveau de ses équipes. Parce qu'on n'emmène pas toutes ces équipes qu'avec des messages d'angoisse. Donc,
Et d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, globalement, dans l'immense majorité des entreprises, le dialogue social s'est extrêmement bien passé. Et ça, il faut quand même le regarder avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de, on va dire, de positivité. Ouais, mais l'arbitrage pour le chef d'entreprise, encore une fois, entre prendre des risques et être prudent, voire un peu trop prudent. C'est le pain quotidien, c'est le dilemme. Il est cordélien parce qu'en matière de santé-sécurité, vous le savez, le chef d'entreprise, c'est lui qui a la responsabilité, elle est très large, elle est même pénale, si jamais il y a une faute intentionnelle. Donc vous avez une responsabilité énorme à assumer dans un environnement où on ne vous donne pas toutes les clés, bien évidemment. Ce que nous aimerions et ce pourquoi nous avions milité d'ailleurs dès le départ de la pandémie, j'en avais parlé avec le président de la République à ce moment-là, je dis mais il y a un problème de responsabilité qui est central dans ces moments-là. Et d'ailleurs, rappelez-vous, les élus, les maires des petites communes s'étaient saisis exactement du même problème. Si demain j'ouvre ou je n'ouvre pas un marché dans ma commune, je prends la responsabilité. Donc, bien évidemment, s'il n'y a pas de faute intentionnelle, il ne devrait pas y avoir de poursuite potentielle au pénal pour tous ceux qui sont en responsabilité, qu'on soit directeur d'école, maire d'une commune, chef d'entreprise, ça serait tout à fait normal. Ouais, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, justement, sur ce protocole, on revient au protocole sanitaire sur le port du masque obligatoire en entreprise. Certains ont hurlé usine à gaz. Vous en pensez quoi? Parce que finalement, il y a des dérogations, oui, il y a des exceptions parce que oui, il y a des métiers, il y a des situations. Alors, évidemment, c'est vrai que si on veut s'affranchir du port du masque, c'est un petit peu compliqué, il faut bien l'admettre, parce que vous avez 3 zones, à 3 couleurs, verte, orange, rouge. Plus on se rapproche d'une couleur chaude, plus c'est compliqué d'enlever son masque. C'est un petit peu ça, parce que les critères... En zone rouge, en gros, on n'enlève pas son masque de la journée. Quasiment pas, voilà. Ou alors il faut qu'on soit dans une pièce avec un large volume, avec une ventilation mécanique qui fonctionne, qui soit efficace, par le haut, avec des visières à disposition. On peut comme l'enlever un petit peu l'après-midi, enfin dans la journée. On peut l'enlever, bien sûr. Mais quelques instants. C'est quoi la règle quand on veut l'enlever quelques instants, justement, en zone rouge, orange, vert? Eh bien, la règle, c'est déjà si vous êtes dans un bureau, ce qu'on peut qualifier d'un open space, mais sans qu'on vous donne la jauge, c'est que cet open space doit être assez large et pas trop encombré de personnes pour pouvoir enlever son masque, à savoir 4 mètres carrés par personne, d'avoir des plexiglas qui séparent les postes de travail, d'être à plus d'1 mètre, bien évidemment, de votre collègue, et puis d'avoir à disposition une visière lorsque vous enlevez votre masque et un référent Covid dans l'entreprise. Bon, donc autant vous dire que ce qu'il faut se dire, c'est que la règle, c'est le port du masque. C'est qu'elle ne sera pas respectée? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, des salariés qui, au bout d'un moment, entre vous avez des lunettes, vous avez mis le masque, quand vous parlez beaucoup que des lunettes, vous avez vu la buée? Bien sûr, c'est pas agréable, et pourtant je le porte, vous savez, dans mon entreprise. Alors déjà, dans mon entreprise, c'est assez simple parce que j'ai une entreprise de menuiserie et de charpente. Donc déjà, on est habitué à travailler dans des milieux où on produit de la poussière de bois, de la sueur. Et donc, on a le port du masque obligatoire dans les ateliers sans période Covid. Donc, on est habitué. On voit pas la différence. On voit pas la différence. Dans la boîte d'Asselin, on voit pas la différence. On voit pas la différence. Par contre, dans les bureaux, ça fait un petit peu drôle quand même. Parce qu'effectivement, 2 personnes dans le même bureau, et bien là, messieurs ou mesdames, messieurs, faut porter le masque quand vous êtes ensemble dans une même pièce. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce protocole sanitaire? Nous, ce qu'on aurait aimé, alors ce qui ne nous convient pas, vous savez, la règle c'est la règle, on n'a pas à la discuter, on va l'appliquer, point. On aurait aimé, entre guillemets, que le travail se fasse un petit peu différemment, parce que j'ai assisté quand même à quelque chose, en tant que simple citoyen, je puis dire, assez étonnant. C'est-à-dire que vous avez un avis du Haut Conseil à la Santé qui est émis publiquement, et puis d'un seul coup, vous apercevez que les ministres en charge de ces questions, la ministre du Travail, etc., rament comme des fous pour essayer de rendre comestible cette règle édictée par le Haut Conseil à la Santé. Alors, je ne remets pas en cause la règle, mais la façon dont ça se passe est un petit peu étonnant parce que, avant de rendre ça public, peut-être aurions-nous pu se mettre autour de la table, se concerter, se dire, bon, qu'est-ce qui est possible avec cette règle? On est en France, François Asselin. Voilà. Mais ça vient d'en haut. Oui, mais vous savez, ça fait un petit peu bizarre parce que finalement, le Haut Conseil à la Santé, il est plus fort que l'exécutif, il est plus fort que le président de la République, puisque finalement, c'est lui qui édicte la règle et on doit l'appliquer. Alors, bien évidemment, par la suite, on a eu des échanges tout à fait intelligents avec Laurent Pietraszewski et Elisabeth Borne pour rendre comestible ce protocole, et elle nous a consultés. C'est quand même mieux que la fois d'avant, on a eu un protocole sanitaire qui a été publié le dimanche soir, même le dimanche dans le JDD, auquel on n'était même pas informés, et qui remettait en cause certains protocoles sanitaires dans des métiers spécifiques. Ce port du masque, François Asselin, est-ce qu'on se dit quoi? On se dit c'est un frein à la productivité, c'est un frein à la reprise économique, ou au contraire, ça peut donner confiance aux salariés puisque quelque part, ça garantit leur sécurité sanitaire.
Eh bien, vous posez très bien la question. Parce que, hein. Ben oui, parce que tout dépend comment on transforme eh bien, cette obligation. C'est effectivement une question de protection, hein, individuelle et collective. Je me protège et je protège mon collègue. Voilà. Donc, on peut voir les choses comme ça. Et puis, on peut voir les choses aussi à l'inverse, où j'en ai ras-le-bol de porter ce masque. C'est une atteinte à ma liberté personnelle. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, des masques, on en a en quantité, en qualité, et le porter, même si c'est vraiment emmerdant 8 heures par jour, ça n'empêche pas de travailler. Donc, comme on a ça vraiment rend pas besoin... moins productif. Oui, bien sûr, c'est un frein, bien évidemment, parce que, bah, écoutez, voilà, c'est un petit peu désagréable, il faut bien dire les choses. Mais on n'a pas le choix, donc il y a deux solutions. Soit on se lamente à longueur de journée, soit on se dit, bon, allez, je fais contre mauvaise fortune bon cœur, et le temps que ça dure, je porte mon masque, j'y vais, parce que le plus important, il faut que le pays tourne. Qu'est-ce qui se passe si un salarié refuse? Ils sont minoritaires, il faut arrêter, on pointe du doigt des gens qui sont minoritaires, mais pour les ultra-récalcitrants, les rétifs... Ben, vous savez, d'abord, c'est déjà dans le Code du travail, c'est-à-dire que le masque est considéré comme ce qu'on appelle un EPI, un équipement personnel, un équipement de protection individuelle. Fourni par l'entreprise. Fourni par l'entreprise. Et donc, si par exemple, vous ne mettez pas vos chaussures de sécurité dans un atelier alors que vous devez en porter, eh bien, vous êtes exclu de l'atelier le temps que vous mettiez vos chaussures. Si vous ne voulez toutefois pas les mettre, enfin bon, ça serait quand même un peu absurde, mais admettons, hein, il peut toujours y avoir des cas, et bien là, vous pouvez être sanctionné. Vous dites quoi, en tant que patron de la CPME, aux salariés qui vont freiner les cas de fer et qui ne l'appliqueront pas toujours très bien? Bah écoutez, moi je peux simplement dire par rapport au patron de mon entreprise, je ne vais pas être le patron des autres entreprises, mais dans une entreprise... Combien de salariés? Moi j'ai 130 salariés sur plusieurs sites. Hein. Mais si vous voulez, moi quelqu'un qui refuserait des mesures de sécurité évidentes par, on va dire, en ce moment le port du masque ou tout simplement par son métier, ne pas porter un casque de chantier, tout simplement, d'abord vous discutez avant d'en arriver là, hein. Mais vous êtes quasiment obligé, vous devez entre guillemets lui mettre un avertissement parce que c'est vous le responsable si jamais il ne porte pas ses protections. C'est-à-dire que si jamais vous avez une visite de l'inspection du travail et vous avez un salarié qui n'a pas porté ses protections, eh bien l'inspecteur du travail se retournera vers le chef d'entreprise pour dire mais pourquoi vous n'avez pas fait respecter le port de ces protections. Donc autant vous dire que vous n'avez pas d'autre choix que de sanctionner si jamais vous avez quelqu'un qui ne veut pas porter les protections. Le moral des chefs d'entreprise. On était évidemment à Ecorama sur Boursorama, on était au MEDEF, à la rêve du MEDEF. Vous y étiez? Vous avez passé un petit peu? Non, j'y étais pas. Bon, et vous avez vu ce discours de Geoffroy Roux de Bézieux, un discours d'optimisme. Est-ce qu'il a raison d'être volontariste? Parce c'est bien ça dont on parle. Parce que la rentrée, elle est incertaine, elle est compliquée quand même. Ouais. Quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, quand on est commerçant, on ne fait pas d'affaires en faisant la tête déjà. Donc... si vous voulez que les affaires tournent, si vous voulez emmener du monde avec vous, vos salariés, vos proches collaborateurs en premier, eh bien évidemment, vous devez être réaliste et en même temps très volontaire. Au-delà de la posture, moi je vous dis, quel est vous avez d'une part le moral des patrons de PME, de TI, de TPE. Et en même temps, vous avez effectivement aujourd'hui des entrepreneurs qui sont, comme tous les Français, relativement inquiets. Hein. Alors, vous aurez toujours des secteurs où ça tourne, c'est normal. Hein. Même en temps de guerre, vous avez des secteurs économiques qui continuent à tourner. Hein. Là, vous avez toujours des secteurs qui tournent et qui tournent bien. Ceux qui tournent, allez-y. Tout ce qui se rapproche de loin ou de près à la santé déjà. Hein. On a vu qu'il y avait un fort redémarrage avec le plan automobile dans tout le secteur automobile. Donc derrière, les sous-traitants en cascade ont revu, entre guillemets, les carnets de commandes. Mois d'août, un peu moins bon, hein, vous avez vu. Un peu moins bon, mais se regarnir. Dans certains secteurs touristiques, la saison a vraiment été très bonne, il faut le dire. Hein. Dans d'autres endroits, elle est catastrophique. Paris, par exemple. Voilà, dans les grandes villes, essentiellement. Dans les grandes villes, essentiellement. Hein. Donc, vous avez toujours des secteurs qui tirent un petit peu leur épingle du jeu. Pour autant, aujourd'hui, on arrive à l'heure de vérité. Pourquoi? Parce que nous sommes au mois de septembre. À la fin du mois, tous les décalages d'échéance, c'est terminé. C'est-à-dire que vous aviez un décalage automatique de 6 mois d'échéance. Sur les charges sociales. Voilà. Les emprunts bancaires, il ne faut pas oublier, quand vous aviez des investissements, etc., ils ont tous été décalés automatiquement de 6 mois. Donc la facture, c'est maintenant qu'il faut la payer. Eh bien voilà, sur la facture, ça va commencer. Les intérêts bancaires, sur les charges sociales, vos remboursements d'emprunt, vos charges sociales et fiscales, parfois vos loyers qui ont pu être décalés en accord avec votre bailleur. Et ce qu'on s'aperçoit, et là c'est pour ça que je vais vous parler d'une chose très intéressante sur laquelle nous sommes en train de travailler à la CPME, c'est que lorsqu'on additionne tout le montant de ces remboursements, pour beaucoup d'entreprises, lorsque va arriver le mois d'avril, où là les premiers prêts garantis par l'État, il faudra les rembourser, eh bien ça ne passe pas.
On va parler de tout ça, mais sur le moral, on y va venir, c'est très intéressant. Sur le moral, j'insiste parce que les patrons français, en tout cas, je crois que 6000 ont été interrogés par l'IFOP pour le compte du MEDEF. 2 tiers des patrons interrogés disent maintenir leur projet d'investissement, je trouve ça beaucoup. 1/4 ont l'intention d'accroître leurs effectifs, pareil. Et 3/4 des patrons sont confiants pour leur activité. Moi, je trouve ça encourageant. Oui, mais ça l'est. Et je peux vous dire que lorsqu'on fait régulièrement des sondages sur le moral des chefs d'entreprise, et c'est souvent la caractéristique on ne s'attend pas à ça, vu la rentrée. Quoi. Alors, effectivement, dans le contexte actuel, on ne s'attend pas à ça. Mais globalement, justement, il faut s'appuyer sur ces éléments de confiance. Parce qu'effectivement... ce sont les remontées que vous avez du terrain? Ce sont les remontées que nous avons du terrain. Et à côté, nous avons d'autres remontées qui sont catastrophiques. Vous prenez en ce moment la profession des traiteurs. Alors là, c'est très compliqué. Il y a un biais sectoriel qui est important, effectivement, sur restauration, traiteurs. Donc, dans mes propos, si vous voulez, il faut faire très attention parce que vous en avez qui ont vraiment de vraies raisons d'espérer, hein, et puis vous en avez d'autres qui se disent mais je ne vois pas quel est mon horizon, même à très court terme. Et cela, il ne faut surtout pas les oublier. Hein. Pour autant, vous savez, je veux dire, la situation économique de la France et des PME et TPE en particulier, juste avant cette période Covid, était plutôt très bien orienté. Et rappelez-vous, on avait des débats où on disait mais on n'arrive pas, on veut embaucher, on ne trouve pas les compétences. Hein. Donc, ça paraît loin, c'est horrible de dire ça. Ça paraît loin, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc, si ce plan de relance fonctionne dans son calendrier, dans son efficacité, franchement... Elles seront bien servies pour vous, les TPE, les PME, avec ce plan de relance? Le gouvernement dit oui. Alors, il va falloir quand même avoir quelques précisions. Ouais. Oui, parce que... Sur les 100 milliards, il y a combien? Il a donné un chiffre, je crois, je vais vous dire une petite anecdote, mais suite au discours du Premier ministre, je l'ai appelé, juste après son discours. Il avait donné combien en chiffres? Il avait dit 25% du plan de relance. C'est ça, j'avais 25 milliards d'euros en tête. Voilà. Alors, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, il y a un petit souci, parce que les PME, TPE, c'est 50% de l'emploi salarié en France et 98,5% du nombre d'entreprises dans le pays. Alors, s'il n'y en a que 25% du plan de relance orienté vers les PME, TPE, il manque un autre 25%. Il me dit, mais non, il ne faut pas calculer comme ça. Voilà, dans ces 100 milliards, vous savez qu'il y a à peu près 40 milliards d'euros que je vais qualifier, moi, un petit peu le traitement social de la crise, dans la formation, plan jeune, etc. Hein. Et pour le reste, il reste 25 milliards sur 60 milliards, ce qui est, ma foi, pas mal du tout. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Il y aura vraiment 25 milliards d'euros pour les TPE et les PME. C'est là où il va falloir vraiment regarder dans le détail, parce que moi, ce que je vois pour l'instant du plan de relance... On a envie d'y croire, mais bon, après... On a envie d'y croire, mais... Ce qui est très compliqué pour un exécutif, c'est de s'adresser à des gens comme nous. Pourquoi? Parce que bien, on maille tout le territoire. Et ce n'est pas Bercy qui peut piloter, entre guillemets, l'activité économique des PME. Il faut absolument s'appuyer sur les territoires, là où sont les PME, parce que sinon, ce n'est pas de Bercy qu'on arrivera. Comment elles vont toucher? Comment elles vont bénéficier? J'arrive même pas à comprendre comment les PME partent des commandes, dans quel secteur? Enfin, il y aura un biais sectoriel important, puisqu'on parle d'investissement d'avenir. Oui. Alors, je pense à votre entreprise en menuiserie. Vous, le plan de relance, le plan de relance, s'il y a un plan patrimoine, plan patrimoine, je vais bien sûr être directement intéressé, parce que je suis spécialiste dans la restauration du patrimoine. Donc s'il y a un plan patrimoine, bien évidemment, un secteur où on a énormément souffert depuis des années, qui était très pauvre, très chichement doté, là, si ça revient à une situation, on va dire, comme elle devrait être normalement, ça va nous faire un bien fou, voyez-vous. Ce qu'attendent les chefs d'entreprise, nous ne sommes pas des chasseurs de primes, voyez. Ce n'est pas la chasse à la subvention que l'on cherche, c'est tout simplement de l'activité. Il y a 3 choses qui font qu'un chef d'entreprise dort comme un bébé. C'est quand le carnet de commandes se remplit ou est bien rempli, c'est quand la trésorerie est positive, et c'est quand il y a une bonne ambiance dans l'entreprise. Sur ces 3 critères, il y a une bonne ambiance dans les entreprises, il faut le dire. Globalement, ça se passe plutôt... Oui, franchement, oui, parce que dans les entreprises à taille humaine que je représente, il y a une grande proximité avec les salariés. Et on a vécu ensemble le même bazar, quoi, vous voyez, dans des périodes où, franchement, on ne savait pas trop quoi faire, quoi. Et nous y sommes arrivés d'une façon plutôt paisible. Donc, il faut le souligner, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Maintenant, la trésorerie, ça va devenir compliqué pour beaucoup d'entreprises, même si, et c'est vrai, 59% aujourd'hui des entreprises n'ont pas consommé leur prêt garanti par l'État. J'ai vu ce chiffre, je voulais vous en parler. Je l'ai vu dans les Échos. Oui. J'ai même lu 70% d'ailleurs. Non, c'est 59% aujourd'hui. 60% des PME. Des PME, enfin des entreprises qui ont été dotées du prêt garanti par l'État, et il y a 80% de PME, donc c'est important. 60% des entreprises qui ont reçu un PGE ne l'ont pas consommé. Mais c'est surprenant. Quoi. Oui. Ça veut dire que c'était une poire pour la soif. On s'est dit bon, on ne sait pas, peut-être des temps durs, vont arriver, on met de côté. Mais comme beaucoup d'entrepreneurs, moi j'ai fait un PGE dès début avril parce que je ne savais pas combien ça allait durer, quoi. Et je ne savais pas comment mes clients allaient se comporter. Sans y toucher au final. Pour l'instant, j'ai de quoi le rembourser. Pourquoi on s'excite sur
Ils auront des problèmes pour les rembourser puisqu'il n'a pas été utilisé. Parce que là, c'est une photographie qui a été faite début août. Nous sommes début septembre et certaines entreprises vont commencer à grignoter, voyez. À payer la facture. Les factures dont on a parlé. Et puis, bien sûr, les factures maintenant vont arriver pour certaines d'entre elles. Et puis, deuxièmement, c'est l'activité qui va être vraiment, entre guillemets, l'indicateur qu'il va falloir vraiment scruter avec beaucoup d'attention. Et l'activité, elle reprend comment? Parce qu'on entend tout et son contraire. Eh bien, c'est là où le plan d'investissement et de relance est essentiel. C'est-à-dire que les Français, parce qu'il y a un plan d'investissement dans les entreprises, tout d'un coup vont sortir de chez eux et vont consommer. Vous y croyez vraiment? Alors, vous avez là... Pardon, tout dépend à qui on s'adresse. Vous avez effectivement la clientèle finale, le consommateur, et puis vous avez... le consommateur, c'est 100 milliards d'euros de côté. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Donc là, évidemment, il faut trouver des moyens pour l'inciter à investir dans le pays. Et la confiance est un élément clé. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Un consommateur, il investit d'une façon importante que s'il sent que le pays tient bon économiquement. Aujourd'hui, les bases, elles sont là économiquement pour que ça tienne bon. Par contre, il faut que ça vienne vite. Pourquoi? Parce que on est un pays qui est très administré, parfois d'ailleurs trop administré. Et entre une bonne intention de l'exécutif et le moment où une PME, une entreprise va produire une facture, il peut se passer des mois, voire des années. Donc il ne faut pas louper la cible. D'où la méthode de mise en application de ce plan de relance qui est essentielle. Et là, je crois que l'exécutif a tout à fait compris. Bon, il nous reste quelques instants, François Asselin, et on peut clore le sujet là-dessus, justement sur le PGE. Qu'est-ce qui se passera? Donc, on avait Bruno Le Maire avec nous, qui était à la rêve du MEDEF. Oui. On a eu cet entretien, il nous a expliqué, voilà, j'ai négocié avec les banques, entre 1 et 3%. Il n'y a pas eu de communication des banques d'ailleurs sur ce, j'en ai parlé. Il n'y a pas eu, non, mais Bruno Le Maire, le ministre qui nous dit, donc pour les c'est une amicale pression de Bruno Le Maire. Et saine pression. Pour les entreprises qui ne pourront pas rembourser donc, au printemps prochain leur PGE, elles pourront reporter la date, la maturité, la date d'échéance, avec des taux d'intérêt, pour le coup, qui seront aujourd'hui 0,25, qui passeraient de 1 à 3%. Alors ça, vous dites, c'est bien? Alors vous avez deux choses. Le 0,25, c'est le coût de la garantie. C'est pas les intérêts de remboursement. Ce qu'on attend, nous, c'est le coût des intérêts de remboursement. C'est-à-dire qu'il faudra additionner... sur le PGE? C'est 0,25 le coût de la garantie pour la première année. Et puis ça monte jusqu'à 0,40 si vous remboursez sur 5 ans. Mais ça, c'est le coût de la garantie parce que ce n'est pas vous qui êtes garant, c'est extraordinaire, c'est l'État. Donc c'est déjà pas mal, si vous voulez. Vous n'êtes pas directement garant de l'emprunt que vous avez contracté. Par contre, le remboursement, le taux de remboursement, ça ne le connaît pas. Et c'est là où Bruno Le Maire a fait une amicale et saine pression vis-à-vis des banques en disant, écoutez, quand même, dites les scénarios de sortie parce que je n'ai pas envie de me retrouver, moi, en tant qu'entrepreneur, à 15 jours de l'échéance de mon PGE, d'avoir une banque qui me dise, écoutez, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Ça sera 7% ou rien. Oui, voilà, enfin, ça ne serait pas ça, ça serait usuraire. Là, Mais quand même, c'est bien d'avoir une petite marge de discussion avec ses partenaires financiers. Ça me semble tout à fait normal et sain dans la relation contractuelle. Par contre, on a besoin de deux outils. D'abord, l'apport en fonds propres, avec les fameux prêts participatifs. On est au début du truc, là. C'est pas encore très clair. C'est pas encore très clair. Mais c'est un élément très important qui peut concerner les belles PME et les ETI. On en a besoin, on y travaille. Et dès le départ, la CPME, nous disions, il faut absolument y travailler. Mais sur la prolongation du PGE? Sur la prolongation du PGE. Satisfait ou pas? Alors, si c'est bien un taux d'intérêt entre 1 et 3%. Sachant que, est-ce que le vrai sujet, de vous à moi, est-ce que c'est vraiment le vrai sujet? Ce sont les intérêts ou encore une fois, le jour où encore une fois, il faudra rembourser? Non, vous avez raison. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous, on a réfléchi à un outil qu'on peut appeler un prêt consolidé, où on additionne le somme de toutes les dettes que doit rembourser l'entreprise. Tout ce que je vous disais, les remboursements d'emprunt, les dettes fiscales et sociales, pourquoi pas les loyers qui n'ont pas été payés, plus le PGE. Et là, on fait un crédit consolidé, un prêt consolidé qui permettrait d'étaler jusqu'à entre 7 et 10 ans l'ensemble des dettes de l'entreprise, pour celles qui ont un modèle économique viable. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit... Il faudra rembourser au bout de 7 ans. Il faudra rembourser, mais ça permettrait déjà d'éviter la faillite, en tout cas l'entrée au tribunal de commerce, où là, bien évidemment, les créanciers ne sont pas payés. Ça permettrait déjà de payer toutes ces échéances qui n'ont pas été payées, y compris le prêt garanti par l'État. Et ça permettrait surtout à ces entreprises qui n'auront pas accès aux prêts participatifs, aux accès en fonds propres, parce que c'est plutôt des produits réservés aux belles PME, mais ça leur permettrait tout simplement de passer ces moments délicats et de repartir, de mieux rebondir. Bon, on en reparlera tranquillement, d'autant que demain, c'est demain pour le plan de relance. Et c'est 25%, c'est 25 milliards qui vont aux PME. On sera attentifs, enfin vous serez attentifs. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Je compte sur vous, évidemment. François Asselin, donc le président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci. Merci.